Monsieur François Asselineau, ancien candidat à l'élection présidentielle 2017, fondateur et président de l'Union populaire républicaine en politique française, que vous connaissez très très bien. Et justement, en parlant de 2017, il y a 5 ans, le dialogue franco-russe a eu cette très belle idée d'organiser un colloque à l'Assemblée nationale. Bon, on a toujours de bonnes idées, mais ça c'était vraiment la très bonne idée d'organiser un colloque à l'Assemblée nationale. C'était 2 mois avant l'élection présidentielle de 2017. On a demandé, on a convié tous les candidats à l'élection présidentielle et leurs représentants légaux de venir au dialogue franco-russe et pour répondre juste à une seule question. Voilà, il y avait 2 questions puisqu'il y avait déjà la question des sanctions. Vous êtes président de la République française, présidente, dans 2 mois. Quel est votre projet concernant la Russie? Le seul candidat qui n'est pas venu à cette réunion était Emmanuel Macron. Il n'est venu ni envoyer le représentant légal. Et j'ai quand même une vague impression que depuis 5 ans, j'ai ce doute, qu'il est toujours absent de ce grand projet européen, de cette idée, de cette discussion très importante, la relation franco-russe. Surtout, actuellement on le voit très bien, sur le fond du conflit en Ukraine. D'autant plus, votre perception, monsieur Asselineau, de ce conflit, de tout ce qui se passe en Ukraine maintenant est beaucoup plus intéressant pour nous, parce que je reviens toujours à ce discours de 2017, votre discours, votre projet pour la Russie, d'ailleurs je vous invite à chercher sur internet, dans les vidéos qui circulent, ça date mais il y en a, justement votre projet était clair, stratégique, pragmatique, souverain, mais ok, vous êtes considéré pro-russe, Poutine, ce que vous voulez, à l'époque 2017, vous parlez de la France, comme vous parlez toujours de la France, et vous considérez ce projet important pour la France. Là, on est en 2022, le conflit en Ukraine bat son plein, on est en septembre 2022, en août, on a tous écouté les discours très alarmants au niveau officiel, on nous pousse, je dis nous, ceux qui sont en Occident, on nous pousse à la guerre avec la Russie, en plus une guerre ouverte, et vraiment je doute que ce soit l'intérêt de la France. Voilà, merci beaucoup messieurs Asselineau d'être ce soir avec nous et de nous présenter votre vision de ce conflit. Merci à toutes et à tous d'être là, nombreux. Ce que je vois, il y a peut-être des gens qui sont au fond et qui auront du mal à voir. J'ai préparé un PowerPoint spécialement pour ce soir, donc vous voudrez bien excuser, comme ça n'a pas déjà été présenté, vous voudrez bien excuser s'il y a des bugs ici ou là. Je vais commencer rapidement parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. En effet, effectivement, vous savez que j'ai créé un parti politique qui essaie de s'inscrire dans la grande histoire de France, pas dans la petite, mais dans la grande histoire de France. Je considère que le dernier grand chef d'État que les Français ont eu, c'est Charles de Gaulle. Et je mettrai, si vous me le permettez, cette conférence sous son auspice. De Gaulle qui disait, vous vous rappelez peut-être, il le dit à Alain Perfit dans le C'était de Gaulle, à chaque fois dans l'histoire que la France a été en bons termes avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France. À chaque fois que la France a été en mauvais termes avec la Russie, ça a été des mauvais moments de notre histoire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit ça en 1964, c'est-à-dire qu'il dit ça il y a 58 ans en fait. Voilà. Donc c'est encore une fois confirmé. Voilà. Alors je voudrais dire en préambule que je ne suis pas payé par Vladimir Poutine, parce qu'on me dit, si c'était le cas, il serait vraiment chiche. Je ne suis payé par personne, je suis là pour défendre ce que je crois l'intérêt national de la France, et aussi pour défendre une certaine idée de ce que je pense être la justice. Je voudrais dire aussi en préambule que lorsque j'ai été interrogé sur une télévision, une radio, c'était une télévision israélienne, quelques jours avant le 24 février, on m'avait demandé, mais si Vladimir Poutine intervenait en Ukraine, qu'est-ce que vous diriez? J'avais dit, je condamnerais, parce que c'est contraire au droit international, ce qui d'ailleurs peut se discuter, enfin ça c'est un débat de spécialistes. Donc je ne suis pas
comment dirais-je, quelqu'un qui spontanément adhère, je ne sais pas, un propagandiste russe. Mais je suis venu vous parler ici de quelque chose qui me paraît important, c'est qu'est-ce que c'est en fait que ce conflit ukrainien, et je vous propose une autre clé de lecture que la clé de lecture que l'on impose aux Français, c'est-à-dire que tout se passait très bien, il y avait des gentils Ukrainiens qui étaient là, tout allait très bien, puis d'un coup il y a un méchant russe qui sautait dessus pour piquer le pays, et puis ensuite tous les autres vont y passer, ils vont arriver en fait jusqu'à Paris, et tout ça va être avalé par l'ogre russe. Alors ça malheureusement il y a quand même beaucoup de gens qui mordent à l'hameçon, et je suis là pour voir vers une autre vision des choses. Je ne vais pas non plus trop vous parler de ce que tout le monde connaît, enfin du moins les gens qui s'intéressent à cette histoire, c'est-à-dire à l'affaire des accords de Minsk qui n'ont pas été respectés, que depuis 2014 il y a des bombardements dans le Donbass, qu'au bout de 8 ans les Russes ont fini par réagir. Ça je ne vais pas vous le dire non plus parce que tout le monde le sait. Je vais essayer de prendre un petit peu plus, si vous me le permettez, de hauteur de vue et de remettre ça dans un cadre beaucoup plus général. Alors, diarrhei kai basileus, c'est du grec ancien, divite ut regnes ou ut imperes. Ce sont les grandes devises venues de l'Antiquité sur la stratégie des États. C'est une stratégie donc qui a plus de 2000 ans d'âge. C'est que les États, du moins ceux qui ont une vision cynique des choses, appliquent dans leurs relations internationales et vis-à-vis de leurs adversaires un adage classique qui consiste à dire c'est diviser pour régner. On voit ici l'éducation d'Alexandre par Aristote. On a eu également à la Renaissance Machiavel qui dans ses conseils disait divide et impera, c'est-à-dire diviser pour régner. Les Français ont mis en œuvre cette politique avec notamment Richelieu et Mazarin qui étaient divisés pour régner. Et ils l'ont appliqué d'une façon que les Français ne connaissent pas forcément très bien, c'est notamment à l'issue de la guerre de 30 ans, qui commence en 1618, avec la défenestration de Prague, qui se termine 30 ans après, en 1648, par les traités de Münster et d'Osnabrück, qu'on appelle les traités de Westphalie. Et les Français, la diplomatie française, qui était d'une autre trempe que la diplomatie actuelle, n'avait eu de cesse que d'essayer de morceler les Allemands. Morceler le peuple allemand. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. L'Europe en 1648, après les traités de Westphalie, ressemble à ça. Vous voyez sur cette carte le royaume de France, vous avez le royaume d'Espagne, le royaume de Portugal qui existe déjà, vous avez le royaume de Grande-Bretagne, mais l'Écosse il n'y a pas encore eu l'union du Royaume-Uni qui interviendra plus tard. Vous voyez d'ailleurs au passage, s'agissant d'une zone à laquelle nous nous intéressons, cette carte que j'ai trouvée sur Wikipédia, je l'ai trouvée assez bien faite, c'est qu'il y a la République des deux nations qui comporte la Pologne et la Lituanie et qui va dans tout ce qui est actuellement le nord-ouest de l'actuelle Ukraine, la région de Lvov jusqu'à Kiev. Et puis vous avez également la Crimée, ce qui est en fait le Khanat de Crimée à l'époque, c'est-à-dire un Khanat musulman sous la suzeraineté de l'Empire ottoman. Et surtout ce que vous voyez au centre, c'est l'Allemagne pulvérisée en un très grand nombre de royaumes, principautés, archevêchés, les électeurs du Saint-Empire, les villes libres, etc. Et ça, c'était le fruit d'une politique délibérée, voulue par la diplomatie française pour empêcher l'Allemagne de s'unifier. C'est d'ailleurs un des grands reproches que les Allemands ont fait traditionnellement à la France. Vous savez que Bismarck arrivera, après la bataille de Stalingrad de 1866, et après la bataille de Sedan de 1870, à unifier les Allemands avec la création du Deuxième Reich qui, pour bien humilier les Français, sera proclamé dans la Galerie des Glaces à Versailles. Et il faut bien comprendre qu'il y a un ressentiment allemand vis-à-vis de la France au sujet de cette parcellisation. Tout ça pour dire donc que cette stratégie est une stratégie classique de l'art de la guerre entre les nations. Alors, en anglais, ça se dit « divide and conquer ». Et vous savez que les Britanniques, les Anglais, ont toujours appliqué cette devise, notamment vis-à-vis du continent. Les Britanniques ont toujours eu la sainte crainte de voir le continent européen s'unifier contre elle, donc contre le Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni a toujours essayé d'introduire un coin entre les puissances,
notamment, de temps en temps, c'est arrivé soutenant la France contre les autres, à d'autres moments, soutenant d'autres pays européens contre la France, par exemple, pendant la guerre de succession d'Espagne de 1700 à 1713, qui se termine par le traité d'Utrecht, où les Anglais arriveront d'ailleurs à tirer les mains du feu, puisqu'ils prendront au passage le Gibraltar. Après la Seconde Guerre mondiale, ce divide and conquer a été repris à son compte par les États-Unis d'Amérique. Et on ne peut pas comprendre ce que cherchent les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire une hégémonie planétaire, si on méconnaît le fait qu'ils vont essayer d'appliquer ça un peu partout sur la planète. Alors, je ne suis pas là pour faire de l'histoire ancienne, je suis là pour faire de la prospective, mais je vais vous donner deux exemples que tout le monde a à l'esprit, bien sûr. C'est le démembrement de la Yougoslavie, qui a duré quand même de 1991 à 2006, ça a duré quand même très longtemps. 2006, c'est lorsque le Kosovo est devenu indépendant, mais entre-temps, les États-Unis d'Amérique, vous le savez, sont intervenus pour jeter de l'huile sur le feu, pour aboutir à la dislocation de la Yougoslavie. Évidemment, l'intérêt de disloquer les États, c'est que face à une poussière d'États, c'est ce qu'avaient bien compris Richelieu et Mazarin, eh bien, c'est ce qui a permis d'avoir la France du grand siècle. On n'aurait pas eu, la France n'aurait pas été la première puissance de l'Europe et peut-être même du monde sous Louis XIV et sous Louis XV si la France n'avait eu affaire à un ennemi uni. On prête, vous savez, ce mot à François Mauriac, qui était un conseiller de Gaulle, qui parlait après la Seconde Guerre mondiale et qui parlait des deux Allemagnes. Il disait « J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux ». Vous connaissez cette petite anecdote. Alors, bon, les États-Unis ont participé au démembrement de la Yougoslavie. Ils ont participé au démembrement du Soudan avec le Sud-Soudan en 2011. Ils ont participé à beaucoup de démembrements. Je ne vais pas faire de l'histoire, mais l'objectif de mon propos, c'est de poser la question. Et aujourd'hui, ils font quoi, les États-Unis ? Alors, déjà, je voudrais attirer votre attention sur ce discours absolument sensationnel du général Wesley Clark, qui était un général 4 étoiles, retraité des forces armées des États-Unis, lors d'une conférence qu'il a donnée à San Francisco le 3 octobre 2007. Vous trouverez d'ailleurs cette conférence en film sur Internet. Il a mis les pieds dans le plat, puisqu'il a affirmé que 10 jours après les attentats du 11 septembre, les invasions de l'Irak, de la Libye et de plusieurs autres pays du Moyen-Orient avaient déjà été planifiées. Et dans cette vidéo qui existe, que vous trouverez, sous-titrée en français, il a dit « Des types impitoyables ont pris la direction de notre politique étrangère ». Et Wesley Clark a précisé que le plan américain après le 11 septembre, c'était d'envahir 7 pays et de les morceler, de les démembrer, ou également, ça c'est quelque chose qui est important à comprendre, de laisser les États dans une situation de conflit de basse intensité, comme on dit. C'est-à-dire, on ruine l'appareil d'État, on organise une espèce d'anarchie des seigneurs de la guerre, et c'est exactement ce qui s'est passé en Libye, c'est ce qui s'est passé en Afghanistan, c'est ce qui s'est passé en Irak, c'est ce qui se passe en partie en Syrie. Ces conflits de basse intensité qui permettent en fait d'annihiler l'existence même d'un État qui est perclus de ses problèmes internes. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir si l'objectif des États-Unis n'est pas justement sur ce conflit ukrainien d'avoir au bout du compte un conflit qui s'éternise, qui épuise les ressources des Russes, qui fasse un État qui soit en permanence en conflit avec lui-même, victime d'une espèce de guerre civile larvée. C'est évidemment des États qui sont la proie facile de toutes les mafias du monde, de toutes les corruptions possibles, de tous les circuits d'armes et de trafics divers et variés. Il suffit de voir par exemple ce qui est devenu le Kosovo également. Alors, dans la foulée de Wesley Clark, on a vu apparaître des cartes qui avaient été faites notamment par des associations
de vétérans des États-Unis qui proposait le remodelage et la fragmentation du nouveau Moyen-Orient. Vous connaissez peut-être cette carte qui est intéressante. Alors, je ne dis pas, qu'on comprenne bien, je ne dis pas que c'est le projet du département d'État des États-Unis d'Amérique. Je dis que ça fait partie de ce genre de projet, de ce genre de réflexion qui circule dans les associations d'anciens combattants, dans les think tanks, dans les cercles de réflexion. Vous savez qu'il y en a pléthore aux États-Unis, mais qui veulent bien dire ce que ça veut dire. Et vous voyez que dans ce projet assez grandiose, si on veut le présenter de façon positive, assez délirant, si on veut le présenter de façon négative, vous voyez que là-dedans, eh bien, on taille, on rogne, on tranche forfaitairement dans des pays qui sont des pays qui ont une existence très ancienne, même s'ils ont, pour la plupart d'entre eux, ce sont des démembrements de l'Empire ottoman après la fin de l'Empire ottoman, avec la fin de la Première Guerre mondiale. Vous noterez quand même sur cette carte, alors je ne vais pas la commenter, vous l'avez vu, vous la voyez tous, vous noterez quand même ces choses intéressantes, c'est que il y a des pays qui gagnent comment dirais-je, des territoires et d'autres qui en perdent. Et notamment ceux qui font les frais de ce projet qui a été sorti dans un journal des forces armées américaines. Je ne vous parle pas, c'est pas un quidam qui a sorti ça sur son blog. Vous notez que la Turquie, la Syrie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Afghanistan font partie des pays qui étaient en partie démembrés par ce projet. Vous noterez aussi, au passage, je fais un peu un saut en avant, vous noterez que la Turquie, la Syrie, l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Afghanistan font partie justement des pays qui sont hostiles en ce moment à la politique américaine. Vous noterez notamment ce positionnement assez extraordinaire de la Turquie qui, tout en étant membre de l'OTAN, commerce largement et soutient d'une certaine façon Vladimir Poutine. Pourquoi le fait-il ? Plus étonnant peut-être encore, c'est la position de l'Arabie Saoudite avec Mohammed Ben Salman, qui est donc le prince héritier, enfin celui qui tient les rênes du royaume wahhabite, qui ont considéré en général que l'Arabie Saoudite était la 51e ou 52e étoile des États-Unis. Je dis ça parce que la 51e c'est Israël, et la 52e c'est l'Arabie Saoudite, et puis la 67e c'est la France. Il y a quand même ce positionnement assez dingue de l'Arabie Saoudite, qui normalement était un allié. Il y a quand même 40 000 soldats américains en Arabie Saoudite. Le fait que l'Arabie Saoudite et que Mohammed Ben Salman se rapprochent de la Russie veut dire qu'il a peut-être compris qu'il risquait, si j'ose dire, comme les Turcs, de passer à la casserole de ce remodelage et de cette pulvérisation des États poursuivis par l'oncle Sam. Il y a le remodelage des États-nations d'Europe. Alors je ne vais pas ici vous parler de l'Union européenne, vous savez que c'est quand même mon dada depuis 15 ans. Je vous renvoie quand même à ma conférence qui s'appelle « La politique des euro-régions ». Et je vous présente, je vous rappelle cette carte qui circule au Parlement européen, qui émanait des Verts, notamment des Verts allemands. Les Verts allemands étant toujours un petit peu vert de gris d'ailleurs. Les Verts allemands qui, avec les Grünen et avec la Free Alliance, a fait cette carte, l'air de rien, comme si de rien n'était. Mais si vous regardez d'un peu plus près, il s'agit de correspondre aux peuples d'Europe, à leur langue, etc., etc. Mais si vous regardez de près, vous êtes sidéré de voir qu'il y a un pays, que beaucoup de pays sont pulvérisés. Notez d'ailleurs que les Verts allemands ont strictement maintenu l'Ukraine in bonis, donc ils n'ont pas l'air de savoir que tout le sud-ouest de l'Ukraine est russophone et russophile. En revanche, ils ont une connaissance très précise de la carte de la France, puisqu'ils ont séparé la Bretagne, Bresse, ils séparent également l'Alsace, ils séparent l'Occitanie, ils ont la précision qui va jusqu'à raccrocher à la Catalogne, le département français
des Pyrénées-Orientales, ce qui est une revendication des indépendantistes catalans, dont je rappelle qu'ils ont quand même une antenne à Bruxelles, à 300 mètres du Berlaymont, enfin du bâtiment de la Commission européenne. Il y a un linéaire de 50 mètres sur la représentation de la Catalogne indépendante. Il montre également que le Pays Vascos mord sur le département français des Pyrénées-Atlantiques. Et puis, il y a la division entre l'Occitanie et puis les pays de langue d'oïl. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez que la même chose arrive malheureusement à l'Espagne, avec la Catalogne, Andalusia, Galicia, etc., etc., le nord de l'Italie, le Royaume-Uni également. Vous avez peut-être noté, je ne sais pas si vous le savez, que le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union européenne. Ça s'appelle le Brexit. Et vous savez aussi que les Écossais, eux, utilisent l'Union européenne en disant non, nous, on veut rester dans l'Union européenne, mais en devenant indépendants. Cette carte correspond quand même à pas mal de choses. Vous noterez aussi dans cette carte que, eh bien, il y a des morceaux de la Russie proches de la Finlande qui devraient être agrégés à la Finlande. Ce qui est tout à fait extraordinaire aussi quand on y réfléchit, c'est que finalement le seul pays qui tire son épingle du jeu, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui sera, puisqu'on parle des pays avec des peuples et des mêmes langues. Vous notez notamment que l'Allemagne met la main sur l'Autriche. Alors, ça a déjà été fait. Voilà. Il y a aussi, ça raboyote un petit peu l'ouest de la République tchèque. Ça s'appelle die Sudeten, ça a aussi été fait d'ailleurs. Et puis même un morceau de Schlesien, de la Silésie polonaise. Bon, j'attire votre attention quand même là-dessus, parce que vous allez voir que ma présentation est quand même assez construite. C'est que si vous regardez de près, vous verrez que l'Alsace donc a été retirée. Or, vous savez que pour une raison mystérieuse, François Hollande, l'habitude d'or du sommet du juste, François Hollande avait fait un référendum en 2013 pour proposer aux Alsaciens de supprimer les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de créer une Alsace, une région Alsace sui generis, comme on dit. Les contraintes étaient qu'il fallait que les deux départements votassent à plus de 25% de participation et majoritairement dans les deux. En réalité, il n'y a qu'une seule des conditions qui a été remplie sur les quatre parce que ça n'intéressait pas les Alsaciens, il n'y a pas eu de 25% de participation et il n'y a que les habitants du Bas-Rhin qui ont voté pour, les habitants du Haut-Rhin de Colmar n'ont pas voulu. Moi, on était allé, on avait manifesté sur le terrain et ils avaient dit non, mais c'est encore Strasbourg qui va tout avoir. En tout cas, je vous signale que M. Macron, malgré ce référendum où les Alsaciens ont dit non, nous l'a imposé quand même, en passant par les parlementaires, de telle sorte que si aujourd'hui vous allez en Alsace, il n'y a plus de drapeau français. Vous avez le drapeau blanc et rouge de l'Alsace, et vous avez les drapeaux européens. Point barre. Si ça ne correspond pas à un début de démembrement, c'est de quoi s'agit-il ? Il y a aussi la fragmentation de la Chine qui est prévue au programme. Et si vous vous intéressez à des cartes qui circulent, notamment aux États-Unis d'Amérique, vous découvrirez notamment cette carte-là, où vous avez l'île de Taïwan. Alors je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu des petits incidents récents à Taïwan, parce que tout allait très bien en définitive. Moi je connais quand même, j'ai accompagné Jacques Chirac plusieurs fois en Chine, enfin j'ai rencontré les dirigeants chinois au plus haut niveau, le président Jiang Zemin. Les Chinois, ils ont un souci numéro un, c'est de préserver leur honneur, de préserver la face. Mian, ça se dit en chinois. À partir du moment où vous respectez un certain nombre de règles, vous pouvez négocier, on passe par la porte de derrière, comme on dit en chinois. Donc les Chinois ne sont pas en désaccord avec le fait que les Américains, les Français, le monde entier continuent à avoir des relations avec Taïwan. D'ailleurs, pourquoi le serait-il? Puisqu'on est premiers, les échanges entre Taïwan et la Chine continentale sont spectaculaires, c'est énorme. Il y avait même des liens de familiaux, en fait, entre la veuve de Chiang Kai-shek et le président Liu Shaoqi de la République populaire de Chine. Enfin bref, donc c'était une affaire à la chinoise.
Simplement, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on essaie de promouvoir l'indépendance de Taïwan. Ce qui n'était pas d'ailleurs au programme du Kuomintang lorsque Chiang Kai-shek s'est rendu à Taïwan en 1947, 49, au moment où il y a eu la proclamation de la République populaire de Chine, on parlait de l'île de Formose, on parlait de la Chine nationaliste, et le projet de Chiang Kai-shek, c'était bien de réunifier la Chine sous sa houlette. Pareil pour Mao Tse-tung, qui voulait réunifier la Chine sous sa houlette à lui. Mais les deux étaient d'accord sur l'objectif d'une union. Ce qui est nouveau, c'est que depuis quelques années, les Américains ont fait créer un parti indépendantiste taïwanais. De la même façon que vous entendez régulièrement parler du Tibet, c'est nouveau, parce que le Tibet, on en parle quand même depuis les années 50. En revanche, les Ouïghours, on en parle depuis beaucoup moins longtemps. On en parle depuis 7-8 ans. Voilà. On ne parle pas encore beaucoup de la Mongolie extérieure, mais ça va arriver. Il y a d'autres cartes qui circulent, celle-là c'est la plus courante. Il y en a qui s'intéressent aux populations qui sont au sud, dans le Yunnan, qui tangentent le nord de la Birmanie. Il y aurait, paraît-il, des mouvements indépendantistes. Voilà. Alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tout ça, je ne dis pas, attention, qu'on me comprenne bien, je ne dis pas que la situation des Tibétains est merveilleuse, que la situation des Ouïghours est extraordinaire, etc. Je ne prends pas un parti nécessairement là-dessus. Bon. Je pense quand même que l'on exagère très largement dans les médias occidentaux la situation. Quand on parle de génocide des Ouïghours, j'allais dire je demande à voir. Non, justement, je ne demande pas à voir. Mais j'ai quand même du mal à le croire pour une simple raison, c'est que la politique de Pékin depuis des années, ils ont changé récemment, c'était la politique de l'enfant unique. Puisque c'est toujours le pays le plus peuplé du monde, même s'il va être dépassé par l'Inde dans quelques années, dans 2-3 ans. Mais avec 1,450 milliard d'habitants, c'est le pays le plus peuplé du monde. Donc le gouvernement de Pékin a eu une politique pendant très très longtemps d'enfant unique, mais uniquement pour l'ethnie Han, c'est-à-dire 92% de la population. En revanche, les 8% de citoyens chinois qui ne sont pas de l'ethnie majoritaire, notamment les Tibétains, notamment les Ouïghours, eux n'étaient pas astreints à la politique de l'enfant unique. Ils ont donc eu une natalité extraordinaire et explosive, donc leur pourcentage dans la population chinoise n'a fait qu'augmenter. Ça, c'est quelque chose qui est absolument constant, avéré, reconnu que jamais. Ceux qui vous parlent de génocide dans ce qu'il est appelé ici l'Est-Turkestan ne vous en parlent. Alors qu'il y ait des camps de rééducation, ça c'est possible, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain aussi, c'est que derrière ça, il y a une puissance qui pousse à la fragmentation. Vous savez, je pense que je ne vais quand même pas vous faire tomber des nues si je vous apprends que le Dalai Lama émarge sur le payroll de la CIA et toute la famille de M. Tenzin Gyatso. Le Dalai Lama, d'ailleurs, c'est quand même assez extraordinaire parce que je connais quand même un peu le bouddhisme du véhicule tantrique, c'est le bouddhisme tibétain. Normalement, vous savez que le Dalai Lama, c'est la réincarnation de son prédécesseur. Donc normalement, il faut attendre que le prédécesseur soit passé de vie à trépas, pour qu'ensuite il y ait des bonzes, c'est le cas de le dire, qui vont de monastère en monastère, d'école en école, à travers tous les villages de Tibet, pour montrer les chaussettes, les affaires, les vêtements qu'apportait le Dalai Lama défunt. Et puis, s'il y a un petit garçon qui se précipite, alors c'est mélangé avec d'autres affaires, d'autres sous-vêtements, d'autres chaussettes, et puis s'il y a un petit garçon qui trouve ça, c'est que c'est lui la réincarnation. C'est comme ça que ça se passe, depuis au moins le XVIIe siècle. Bon. Et bien, monsieur Tenzin Gyatso, l'actuel Dalai Lama, ça veut dire océan de sagesse, qui est plus souvent aux États-Unis qu'à Dharamsala, son lieu de refuge. Eh bien, il y a quelques années, il a décidé que, ben non, que maintenant c'est lui qui allait choisir son prédécesseur pour le former. Alors ça, c'est quand même un peu fort de café, parce que ça veut dire qu'en fait, il ne croit plus dans la réincarnation. C'est un peu comme si le pape François disait demain, bon bah écoutez, finalement, ça fait 2000 ans que ça dure, on arrête le gag, la résurrection du Christ, bon, c'est un peu vieillot, quoi. Je vous dis, enfin, c'est absolument hallucinant.
Quant aux Ouïghours, vous connaissez certainement cette nom, peut-être pas, elle est moins connue, c'est Madame Rebia Kader. Rebia Kader, elle a été pendant des années la présidente du World Uyghur Congress, le congrès mondial des Ouïghours, et elle vivait tout ça aux États-Unis. C'est assez pratique. Elle faisait des conférences de presse depuis les États-Unis. On la voit ici d'ailleurs reçue. Ah oui, tout à l'heure j'ai oublié de commenter la photo du Dalai Lama avec George Bush, qu'il a trouvé un type extraordinaire. Enfin, bon, je croyais quand même que le bouddhisme tibétain consistait à promouvoir, entre autres choses, le noble octuple sentier, la paix, la non-violence. Bon. Il a refusé d'ailleurs de condamner, le Dalai Lama a refusé de condamner les actions notamment de George Bush, les actions notamment en Irak. Quant à Rabia Kader, on la voit ici en bonne compagnie, puisqu'elle a été reçue aussi par George W. Bush à la Maison-Blanche. C'était, d'après ce que j'ai trouvé, c'était en 2008. Pourquoi, finalement, le président des États-Unis reçoit-il cette dame ? Pourquoi ? Donc on voit bien alors maintenant elle n'est plus, elle a changé, hein, parce que je sais pas, elle a été pendant 11 ans de 2006 à 2017, donc maintenant son successeur vit en Allemagne fédérale. Mais enfin bon, ces mouvements sont soutenus par l'étranger. Alors je le dis d'autant plus parce qu'on va parler certainement du président Poutine et du gouvernement russe. Lorsque le gouvernement russe a décidé qu'il y avait des agents de l'étranger, de les nommer agents de l'étranger, ça fait en France l'objet d'un scandale absolu. C'est pourtant la vérité. Quand vous avez le Dalai Lama et puis toute la Smala qui émarge sur le payroll de la CIA, c'est quoi ? Voilà. C'est quand même la vérité. Alors, on arrive à ce pourquoi vous êtes venu écouter. Mais c'est qu'il y a aussi un projet de fragmentation de la Russie. La fragmentation de la Russie, il a commencé, vous le savez mieux que moi, par la désintégration de l'Union soviétique, qui est une catastrophe géopolitique extraordinaire, en fait. Et si je connais bien les Russes, beaucoup de Russes reprochent à Gorbatchev, paix à son âme, d'avoir été quelqu'un qui a laissé se désintégrer l'héritage millénaire des tsars. Parce qu'au bout du compte, le communisme, quand il se retire, eh bien, il a laissé la désintégration de l'Empire qui avait été constitué au cours des siècles, notamment à partir de 1654, avec le traité de Péréoslav, qui rattache la Rousse de Kiev à l'Empire des tsars. À partir de ce moment-là, on parlera de l'empire du tsar de toutes les Russies, mais aussi toutes les conquêtes, notamment faites par Nicolas Ier en Asie centrale, et donc tous ces États, ces 15 États qui sont sortis de la désintégration de l'URSS. Il est d'ailleurs notable que dans un pays comme par exemple la Lituanie, le père de l'indépendance de la Lituanie, je crois que c'est le premier pays qui a demandé son indépendance en utilisant l'article de la Constitution Brejnev de 1977 qui reconnaissait aux républiques socialistes soviétiques le droit à l'indépendance. Le premier, c'était M. Vytautas Landsbergis, qui, c'est son petit-fils actuellement, qui est ministre des Affaires étrangères. C'est des dynasties. Hein. Dans tous ces pays baltes, en fait, ce sont des dynasties qui sont extrêmement anticommunistes. Hein. C'est comme en Estonie également, c'était comment il s'appelait son nom m'échappe sur le moment, enfin la première ministre actuelle, ou la présidente de la République d'Estonie, la fille ou la petite fille de celui qui était gouverneur de la Banque centrale d'Estonie, puis ensuite est devenu commissaire, du temps de l'Union soviétique, est devenu commissaire européen. Donc l'Union soviétique s'est désintégrée. Mais il ne faut pas croire que l'idée est de rester là. Je vais vous montrer ici une carte qui date d'il y a quand même un certain temps. C'était les projets de la CIA, enfin c'est comment la CIA voyait, anticipait la désintégration de la Russie à l'horizon de 2015. Bon, ça n'a pas eu lieu, hein, vous l'avez peut-être noté, ça existe toujours, mais il y a quand même des réflexions avec Sévéoslav, il y a les Slaves du Nord, la République de Moscou, l'IDEL-Oural, la République de l'Oural, Fédération soviétique,
la Circassie, le Caucase, la République sibérienne, la Fédération du Baïkal, ça fait partie de ces anticipations qui sont réfléchies aux États-Unis sur comment se débarrasser en fait de tous ceux qui peuvent faire un peu d'ombre en fait à l'oncle Sam. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors ça, c'était en 2015, et c'est pourquoi je voulais vous parler, c'est que les projets en 2022 se sont affinés. Et ce que je vous dis là, c'est pas que j'ai des relations extraordinaires avec les services de renseignement. Hein. Il suffit d'aller se renseigner un peu d'habileté dans la recherche, et puis avoir l'intuition de ce que l'on va rechercher, mais on trouve. Il y a actuellement des projets, et il y a un projet qui a fait partie, qui a été présenté d'ailleurs dans le KIV Post, hein, c'est le Kiev Post, un journal, c'était récemment, c'était au mois de mars, qui est celui-ci, qui représente, vous voyez que c'est pas tout à fait le même que celui de la CIA de 2015, il est affiné, la morcellisation est supérieure. C'est le journal de Kiev Post qui a rendu compte en fait d'une réunion qui s'est tenue, une réunion d'une association qui s'appelle le Free Nations of Russia Forum. C'est le Forum des Nations Libres de Russie. Alors, cette association part du principe qu'il y a 144 millions d'habitants en Russie, mais qu'il s'agit d'un peuple qui n'a pas procédé au nécessaire désimpérialisation, décolonisation, etc., etc. Et l'idée de ce Forum des Nations Libres de Russie, les objectifs sont les suivants. Et voilà, il y a les objectifs du forum sont la reconstruction et la transformation structurelle de la Russie, du développement économique et politique et des régions et des autonomies, excusez-moi, la pleine mise en œuvre des droits civils et des libertés et le bien-être social des habitants. Les participants au forum développent des approches pour la nation, les États-nations indépendants post-Poutine, hein, avec des administrations de transition. Voilà. Ils réfléchissent à la façon d'éviter un effondrement trop rapide dans les secteurs clés. Ça comprend notamment la question de la démilitarisation de l'arsenal nucléaire. Il s'agit de bâtir une nouvelle architecture de sécurité collective européenne. Et il s'agit également d'assurer la coexistence de ces nouvelles républiques qui seront issues du démembrement de la Russie avec leurs voisins. Donc parmi les objectifs principaux du forum, il y a la déimpérialisation et décolonisation, la dépoutinisation et dénazification, la démilitarisation et la dénucléarisation, et puis les changements économiques et sociaux. Alors, vous allez me dire que ce truc, c'est un truc un peu désilluminé, mais pas du tout. Pas du tout. Le président, c'est un Lituanien qui s'appelle Andrius Almanis, qui était né en URSS, qui n'était pas né en Lituanie. Il a tenu un premier forum les 8 et 9 mai 2002 à Varsovie. Et il y a eu un deuxième forum qui s'est tenu donc le 23 juillet, à Prague, donc il y a quelques semaines. C'est de là d'ailleurs que viennent les articles de journaux que je vous montrais. Le président, il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est un ancien, je crois, forestier, je sais pas, j'ai dit forestier, bon, j'ai pas trouvé des choses, mais peut-être qu'il y a des services qui sont mieux équipés que moi pour savoir de qui il s'agit. En revanche, j'ai trouvé pléthore. De toute façon, un président d'une association, en général, c'est quelqu'un, sauf à l'UPR, mais en général, c'est quelqu'un qui surveille les choses d'un petit peu haut, et puis c'est le directeur général qui fait tout. Bon. Donc il faut s'intéresser plutôt au directeur général. Le directeur général, il s'appelle Vadim Stepa. On ne va pas le jeter d'ailleurs, Vadim Stepa. Vadim Stepa, j'ai regardé un petit peu de quoi il retourne. Alors lui aussi, il vit en Lettonie, je crois.
Et surtout quand vous grattez, c'est pas très difficile, il suffit d'aller gratter. Vous allez déjà sur sa note Wikipédia, vous tapez son nom, vous tapez par hasard des mots-codes, des mots-clés pour voir si ça marche, et puis ça marche justement. Donc en fait, Vadim Stepa est financé par la Jamestown Foundation. La Jamestown Foundation qui est une organisation, une association américaine qui vise notamment à assurer la libéralisation des pays sortis du communisme. Alors, à partir du moment où il y a eu l'effondrement du camp socialiste et de l'URSS, ça s'était mis un petit peu en veilleuse, et d'un seul coup, ils ont trouvé un nouveau cheval de bataille. Elle a partie liée, cette Jamestown Foundation, avec Freedom House, qui est également une association américaine qui essaie d'organiser et de promouvoir justement des mouvements veillant à développement de la société civile, faire valoir l'intérêt de la reviviscence des traditions nationales, etc. Derrière tout ceci, vous avez, alors ça ne se cache même pas, la NED, la National Endowment for Democracy, qui, comme vous le savez, a remplacé la CIA. Je ne fantasme pas, tout le monde le sait. Enfin, tous les gens qui veulent bien se renseigner, même sur Wikipédia, taper NED, c'est devenu le faux nez de la CIA. La CIA s'est recentrée. Vous savez qu'il y a quand même 14 agences du renseignement aux États-Unis. Donc la CIA a fait d'autres actions, mais tout ce qui est le soft power, les travaux d'influence, travailler les sociétés, développer des associations, etc., c'est la National Endowment for Democracy. Ce sont des fonds publics américains. Le truc de Prague dont je vais vous parler est financé par des fonds publics de l'État américain, de l'État fédéral. C'est pas de la gnognotte, ce que je vous dis, les cartes là que je vous montre. Il y a aussi une association, alors ça je ne la connaissais pas, c'est une nouvelle, qui s'appelle la Sky Family Foundation. Bon, pourquoi pas, mais derrière cette Sky Family Foundation, eh bien, on s'aperçoit qu'elle a des liens. Elle est fait un peu une espèce de paravent avec quelqu'un qui peut-être vous dit peut-être quelque chose, qui s'appelle M. Soros. C'est un Hongrois, enfin un Américain d'origine hongroise qui finance tout ceci. Tout ce BINS est financé de cette façon. Alors, je vous signale que ce Vadim Stepa, il circule en Europe, et j'ai trouvé notamment, ça c'est intéressant, qu'il a des liens avec le mouvement autonomiste Alsace d'abord, Unserland. Vous savez que je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai dit on reviendra sur l'histoire de l'Alsace. Eh bien voilà, et on le voit ici, c'était il y a une dizaine d'années. Il était en contact avec donc Vadim Stepa, journaliste, essayiste, théoricien du régionalisme. Voilà, il vient de l'Hongrie et de la Carélie. Et donc il vient soutenir le combat des régionalistes d'Alsace d'abord, qui veulent une autonomie de plus en plus importante de l'Alsace, et pour que l'Alsace puisse traiter directement avec l'Union européenne, ce que M. Hollande puis M. Macron ont fait. Ils ont fait la même chose d'ailleurs avec la Corse. Donc vous voyez que c'est quelque chose, il y a quand même derrière des similitudes. Il y a quand même... Alors on va dire que je suis complotiste et conspirationniste, mais enfin ça fait 15 ans qu'on me le dit. Bon, pour l'instant les événements me donnent raison, donc jusque-là ça va. Mais ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui fait du mastermind derrière, qui réfléchit à tout ça. Alors maintenant, ce deuxième forum a eu lieu le 22-24 juillet 2022 à Prague. On n'en a pas beaucoup parlé dans les grands médias français, c'est le moins que l'on puisse dire. Silence radio. Ça a quand même duré 3 jours et j'ai trouvé un long article de journal que j'ai décortiqué. Alors je vous rassure, je ne parle... je ne sais pas si je vous rassure. Enfin bon, bref, je ne parle pas l'ukrainien. Voilà. Et je ne parle pas non plus le russe. En revanche, je sais utiliser Google Traduction. Bon. C'est un journal qui est paru sur le site de 24 TV Ukrainia, c'est-à-dire une des grandes chaînes de télévision ukrainiennes. Et qui rend compte de ce deuxième forum. Vous voyez d'ailleurs la carte là, qui est dans l'article. Alors, qu'est-ce qu'il est inscrit dans cet article ? Le titre, élites et intellectuels se préparent à la disparition de la Russie de la carte du monde. Quel est le rôle de l'Ukraine ?
financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Hein. Ce serait bien quand même qu'on le montre aux Français, ça. Alors, on va lire, donc c'est la traduction. Le Forum des peuples libres de Russie se déroule à Prague. L'événement vise à faire savoir à nos amis occidentaux à quel point il sera plus facile pour le monde de se redresser lorsque la Russie s'effondrera. L'organisateur était l'Institut letton des régions de Russie. On me demande ce qu'il vient faire là. Enfin, c'est un pays membre de l'Union européenne, à qui d'ailleurs nous donnons grassement des fonds. La Lettonie, par ailleurs, comme vous le savez, célébrant chaque année les Waffen-SS, officiellement. Les représentants de l'Institut ont tendance à croire que c'est maintenant le meilleur moment pour commencer à agir activement et à changer la situation. L'Institut est convaincu que les peuples libres de Russie ont un droit complet à leurs propres États nationaux et le droit de posséder et de disposer de ces ressources naturelles et autres avantages qui sont caractéristiques de leur république. Le député ukrainien du parti présidentiel Oleg Dunda faisait partie donc de ce forum, a expliqué le but du forum dans une liaison vidéo depuis Prague jusqu'au site web de Channel 24 en Ukraine que je viens de vous montrer. Donc a dit ce député qui est réputé proche de Zelensky, nous devons faire comprendre au monde l'extrême nécessité de la disparition de la Russie en tant qu'État. Il a souligné l'importance de former dans la conscience collective de l'Occident l'attitude selon laquelle la Russie doit inévitablement disparaître de la surface de la Terre. Au moins, c'est ce qui s'appelle jouer franc jeu. Selon le député ukrainien du parti de Zelensky, je le cite, « Le rôle de l'Ukraine dans le processus de désintégration de la Russie devrait être de créer toutes les conditions nécessaires à la préparation de formations paramilitaires et d'agitateurs éclaireurs sur son territoire pour de nouvelles activités subversives réussies, en plus de celles déjà sur le territoire russe. » Vous voyez, il y a des gens qui sont là, et ils sont comme vous en ce moment, ils écoutent pieusement le truc, voilà. On apprend, en lisant cet article, qu'il y avait plusieurs personnalités qui étaient présentes. Pavlo Klimkin, Tamila Tacheva, alors ceux qui sont en jaune, je vais vous faire un petit topo sur eux après. Yeven Magda, alors ça, je vais le garder, c'est un analyste politique ukrainien, bon, pro-Ukraine, mais bon, qui est un analyste politique. Wojciech Pokora, qui est un acteur du cinéma polonais à la retraite, Mariusz Pilis, qui est un réalisateur polonais, Andrius Salmanis, c'est le président de ce forum, je vous ai dit qu'il était lituanien, Edward Lucas, c'est un Britannique qui est un universitaire et un journaliste, et qui a voulu se présenter, qui se présentera en 2024 sous l'étiquette du Parti libéral au Royaume-Uni, et enfin Paul Massaro des États-Unis. Alors, qui sont ces personnalités qui ont participé à ce... c'est un brûlot, ce forum. C'est quand même... Alors, Pavlo Klimkin, c'est pas de la gnognotte, il a été ministre ukrainien des Affaires étrangères de 2014 à 2019 sous la présidence Porochenko. Auparavant, il avait été ambassadeur en Allemagne, il a été le responsable des négociations pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne pendant de nombreuses années. Donc il connaît très bien les arcanes bruxelloises. On le voit ici d'ailleurs le 20 juin 2017 avec le président Porochenko à la Maison-Blanche, reçu par le président Donald Trump. Donc on ne peut pas dire quand même que ce sont des illuminés. C'est quand même quelqu'un qui a été ministre des Affaires étrangères pendant 5 ans de la République socialiste de la République d'Ukraine et qui participe à ce genre de forum. La deuxième personne sur laquelle j'attire votre attention, c'est Tamila Tacheva, qui est née dans une famille de Tatars de Crimée déportés par Staline, activiste ukrainienne, a participé à la Révolution orange et a organisé les manifestations en Crimée. Et aujourd'hui, elle est officiellement représentante permanente du président ukrainien, Zelensky, dans la République autonome de Crimée. Je ne sais pas si elle a beaucoup l'occasion d'y mettre les pieds. C'est peut-être un petit peu lorsque c'est le pape qui avait nommé, je crois, Monseigneur Gaillot, l'évêque
d'un évêché en Mauritanie qui a disparu depuis le 6e siècle après Jésus-Christ. Mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui est une activiste. Et puis, la troisième personne, c'est Paul Massaro. Donc, Paul Massaro III, il est le conseiller politique principal pour la Commission américaine sur la sécurité et la coopération en Europe. C'est un Américain, c'est un fonctionnaire américain qui a une position assez éminente puisqu'il est donc l'un des principaux conseillers politiques de la commission qui suit les affaires de l'OSCE à Washington. Et c'est à lui que l'on doit l'appel qui a été fait, et il a réussi à convaincre les autorités de Washington d'envoyer davantage de missiles HIMARS, des missiles à longue portée. Et il voulait également autoriser les frappes contre les bases militaires en Russie ou Bélarus à 80 km. Et c'est Joe Biden qui, paraît-il, a mis le haut là. Vous avez suivi ça peut-être dans la presse. Enfin, le type, ça fait qu'il a 31 ans, c'est lui. Et donc il fait partie de ce forum. Alors, la carte du démembrement de la Russie, je vous l'ai montré, j'y reviens, présentée lors du Forum des Nations Libres de Prague. Donc, vous voyez qu'il y a, elles ont chacune leur drapeau. On peut entrer dans le détail, mais enfin, vous avez compris en gros ce dont il s'agit. Voilà. Alors, la conclusion de mon propos, vous voyez que je n'aurais quand même finalement pas été si long que ça. La conclusion de mon propos, et encore une fois, j'essaie de me mettre dans la position où je ne suis pas russe. J'ai de la sympathie, de l'affection pour le monde russe, pour la population russe, pour le peuple russe, pour l'histoire russe, pour la littérature russe, etc. Moi, quand j'étais petit, j'avais un grand-père qui m'expliquait que c'était grâce aux Russes qu'Hitler avait été battu. Bon, ce qui est vrai. Ah, maintenant, on explique aux Français que ce sont les Américains qui auraient battu Hitler, ce qui n'est pas vrai. Enfin bref, moi j'ai de la sympathie pour les Russes, mais j'ai encore plus de sympathie, si je veux dire, pour mon propre pays. Et donc j'essaie de voir de façon honnête. Voilà. Je me dis quand même que lorsque je regarde tout ça, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord, ce qui ne va pas, c'est que ce soit François Asselineau qui, plusieurs mois après le déclenchement, soit obligé de faire des conférences pour expliquer ce qui se passe. Que font les journalistes français ? Tout ce que je vous ai montré là, je l'ai trouvé en passant quelques heures à chercher sur Internet, en fouinant, parce que j'ai de l'intuition. Bon. Qu'est-ce qu'ils font ? On est dans une situation maintenant où, en fait, on a l'impression que, et que font d'ailleurs les autres partis politiques français, d'ailleurs, soit dit en passant. On a l'impression, en fait, que, par moments, je me dis, je suis le seul journaliste, en fait. C'est-à-dire que quand je suis interviewé, et quand j'étais interrogé par des journalistes, je passais devant un tribunal de l'Inquisition. En 2017, je me rappelle quand j'étais passé c'était le 12 avril 2017, j'étais allé à France Info TV. 8h20 du matin, il y avait Jean-Michel Apathy, ce titan de la pensée universelle. Il y avait également 2 ou 3 autres journalistes. J'étais un peu tendre à l'époque. Maintenant, je saurais mieux me défendre, parce que c'était mon baptême du feu. Mais j'étais à peine arrivé qu'on m'a dit, Monsieur Asselineau, est-ce que vous approuvez ou est-ce que vous condamnez l'attaque qui a eu lieu cette nuit, à 3h du matin, il était 8h du matin, par le régime de Bachar el-Assad qui a gazé le peuple syrien à Khan Sheikhoun. Moi j'ai dit, mais écoutez, je ne sais pas, vous me l'apprenez, la moindre des choses. J'ai fait une Ségolène Royal, si vous voulez. Moi je ne sais pas, il faudrait se renseigner. Et j'ai été face à un véritable tribunal de gens qui m'ont accusé. Ah donc pour vous, vous soutenez Bachar ? Non, je ne soutiens pas Bachar Assad. Je dis, moi je me souviens du secrétaire d'État Colin Powell agitant une fiole de bacille de l'anthrax au Conseil de sécurité des Nations Unies. 6 mois après, on savait que tout était faux. Donc il y a eu tellement de racontars et de bobards là-dessus, Timișoara, les couveuses au Koweït, etc. Bon, voilà. Mais ça sera à refaire d'ailleurs, en fait, j'ai compris progressivement. En fait, j'avais 8 minutes, il y a 4 minutes qui ont été bouffées par ça. Bon.
Donc j'aurais dû dire, écoutez, ça c'est pas pour ça que vous m'avez invité, c'est pour présenter mon programme. Du coup, on n'a jamais eu ni mes analyses ni mon programme. Donc ça fait partie de ces roueries. Mais en fait, j'avais affaire à des journalistes qui étaient des politiques. Et moi, je faisais un travail de journaliste. Une espèce d'inversion dingue de la situation. Donc là, ce que je trouve déjà profondément anormal, c'est que les informations que je viens de vous donner, personne ne se soit préoccupé de savoir ce dont il s'agissait. Voilà. Parce que lorsque l'on comprend qu'il y a derrière la première puissance mondiale, en tout cas financière, enfin ça se discute, mais bon, les États-Unis d'Amérique, qui ont une politique avérée, déterminée, d'aller démanteler tous les États qui le gênent. Et quand on voit les projets qui sont exposés en public, avec des personnalités officielles du gouvernement américain, ou du gouvernement ukrainien, c'est quand même pas tout à fait normal, c'est même scandaleux, qu'il y ait personne qui explique aux Français, c'est peut-être un peu plus compliqué que ce que l'on vous raconte, que ce qu'on raconte aux enfants des écoles. Donc le premier problème, je pense que le gouvernement russe et le président Poutine se sont trouvés face à un choix cornélien, qui va au-delà finalement de la simple affaire du Donbass, si je peux me permettre. C'est-à-dire, je pense que l'affaire du Donbass est absolument déterminante. Et ce que je pense aussi, c'est que j'ai noté que Vladimir Poutine, quand il fait des discours, insiste beaucoup sur... Il a fait d'ailleurs une nouvelle doctrine, j'ai vu ça il y a 2 jours, là, sur la politique étrangère russe, en parlant de la nécessité de l'unité du peuple russe. Il voit qu'il a affaire à des forces qui sont là pour essayer de démantibuler la Russie. Alors moi, c'est ce que ça fait depuis 15 ans que j'ai créé l'UPR, ça fait depuis plus de 10 ou 12 ans que j'ai fait des conférences pour dire que ce processus est à l'œuvre en France, comme en Espagne. Les États-Unis d'Europe que l'on fait miroiter, ça n'est pas France, Espagne, Portugal, non, non. Les concepteurs de ça voudraient avoir Bresse, País Vascos, Catalunya, Galicia, Flanders, Alsace, Corsica. C'est ça qu'ils veulent. D'ailleurs, la reconception de la taille des régions faite par ce remarquable chef d'État que fut François Hollande, pourquoi il a sorti ça d'un chapeau d'ailleurs? Personne ne lui demandait rien. Hein, c'est comme le référendum sur l'Alsace. Comme ça, d'un seul coup, ils ont des prurites. Voilà. Ils ne font pas ce que les Français attendraient, ils font des choses que les Français n'attendent pas. Je vous renvoie à ma conférence sur les eurorégions. Vous découvrirez que les nouvelles régions françaises, qui sèment d'ailleurs la perturbation générale, eh bien, elles ont la même taille à peu près que les Länder allemands et que les États de la côte est des États-Unis. Hein, il s'agit d'avoir la même congruence administrative que les États-Unis d'Amérique. Je vous renvoie à ma conférence. Donc je pense que le président Poutine, il a compris qu'il n'y a pas seulement l'affaire du Donbass, c'est que s'il y a le Donbass, si l'Ukraine en entier avec le Donbass et avec la Crimée, mais enfin la Crimée, ça je pense que c'est perdu pour toujours et à tout jamais. Mais si tout ça basculait dans le camp de l'Union européenne et de l'OTAN, non seulement c'est les armées de l'OTAN qui sont aux frontières, mais c'est également un formidable signal et un formidable encouragement pour toutes les populations qui sont représentées dans ce forum-là. Alors évidemment, le problème, c'est que faire une guerre à notre époque, d'une époque d'instantanéité des communications, de l'information, nécessite, pour qu'elle soit réussie, d'avoir la maîtrise des médias. Et de ce point de vue-là, on ne peut qu'être absolument sidéré par le fait que Vladimir Poutine, je pense qu'il a plutôt gagné, ou en tout cas il a une position très forte en ce moment en Ukraine, mais il a perdu la guerre en Occident. De toute façon, il ne pouvait pas la gagner, mais en Occident, il a perdu la guerre médiatique, puisqu'il est présenté comme l'abomination de la désolation. Alors, je ne suis encore une fois
une fois pas là pour soutenir particulièrement le régime. Je vois qu'il y a probablement, comme disait Churchill, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et ce que je note, c'est que lorsque les États-Unis d'Amérique sont intervenus en Irak, sont intervenus en Afghanistan, etc., les morts on les a comptés par centaines de milliers de morts civiles. Et là, bien entendu, les médias occidentaux, pas un mot. Donc en fait, la guerre médiatique, elle est là. Donc je pense que le président russe, il a dû balancer entre savoir qu'il serait comme ça mis au banc d'infamie dans les pays occidentaux, mais d'un autre côté, voir qu'il y a derrière une stratégie qui est en fait la stratégie de désintégration de la Russie, tout simplement. Comme il y a d'ailleurs derrière une désintégration des autres pays. Et c'est là que l'on commence à comprendre, parce que ce que je vous dis là, je pense, est dans la tête de tous les dirigeants des plus grands pays du monde. Je vous ai dit tout à l'heure que le remodelage du Moyen-Orient, ceux qui avaient à en pâtir, c'était les Turcs et les Saoudiens. Comme je vous l'ai dit, les Turcs et les Saoudiens, ils se tournent vers Vladimir Poutine. Pourquoi ? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas une réflexion qui soit aboutie ? Je suis assez sidéré de voir ça. On n'en parle pas aux Français parce qu'on préfère leur parler, les interroger pour savoir quel est le degré de virilité des barbecues. Voilà. Ou bien s'il faut pénaliser mauvaise répartition des tâches ménagères. C'est quand même les grands débats. C'est des débats qui sont sur le devant de la scène. C'est affolant. On n'a jamais vu, je crois, un tel avilissement des peuples, en fait, que ce qui se passe en ce moment. En attendant, la Turquie, l'Arabie Saoudite, je pense que beaucoup de gens, l'Iran, on sait que l'Iran n'est pas favorable à l'États-Unis depuis longtemps, depuis la révolution de 1979, mais l'Arabie Saoudite, elle est quand même, que l'Arabie Saoudite prenne ses distances, que la Turquie peut s'expliquer aussi par le coup d'État de 2016 que les Américains ont essayé de fomenter. Donc le père Erdogan, il l'a toujours en travers de la gorge. Il mène, soit dit en passant, une diplomatie actuellement qui est assez extraordinaire. Je dois avouer que le président turc, il arrive à jouer. C'est comme la chauve-souris, vous savez, dans La Fontaine, je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats. Donc il joue à la fois l'OTAN, l'amitié avec la Russie, d'une façon quand même tout à fait remarquable. Ça prouve au passage d'ailleurs que l'OTAN est un astre mort en fait, puisque c'est quand même le deuxième pays le plus peuplé de l'OTAN. Il y a 86 millions de Turcs, il y a 1 million à 2 millions de Turcs de plus que des Allemands. En plus de ça, la Turquie, il y a quand même 250 millions de peuples turcophones derrière. L'Azerbaïdjan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Kazakhstan, etc. Plus toute la diaspora mondiale, dont 6 millions de Turcs dans l'Union européenne. Notamment, il y a peut-être 4 millions en Allemagne. Donc la Turquie est un pays immense et le rapprochement de la Turquie avec la Russie est un atout colossal pour Vladimir Poutine, et d'autant plus étonnant que ce sont des ennemis traditionnels, puisqu'il y a un vrai choc de civilisation depuis la prise de Constantinople le 29 mai 1453. Vous savez que Zoé Paléologue, qui était la nièce de Constantin XI Dragazès, le dernier empereur de Byzance, s'était mariée quelques années auparavant avec donc Ivan III de Moscovie, et quand il a été consumé, que l'empire byzantin était tombé, en fait il est resté, il y a eu un petit quelque chose qui est resté pendant quelques décennies, 15-20 ans, à Trébizonde sur la mer Noire. Mais enfin, 1453 dans l'histoire universelle, c'est considéré comme la fin du Moyen-Âge. C'est la fin de cet empire millénaire qui avait succédé à Rome, et à partir de ce moment-là, Ivan III de Moscovie s'est dit, il y a eu la première Rome, la deuxième Rome, maintenant la troisième Rome, c'est Moscou. Et nous avons la légitimité, justement, de par le mariage
avec Zoé Paléologue, de par le fait qu'elle était venue avec ses dames d'atour, avec tous ces échansons et tous ces fonctionnaires byzantins, et qui ont complètement percolé dans la société russe tsariste de l'époque, et ont donné naissance peut-être à certains phénomènes qu'on trouve dans l'administration russe. En attendant, donc, ça veut dire que normalement Moscou et Istanbul devraient être des ennemis héréditaires. On l'a vu d'ailleurs lorsque il y a eu la guerre de Crimée en 1854, où la France a fait alliance avec la Grande-Bretagne et le sultan Abdülmecid Ier contre la Russie. Et là, on est dans une situation qui n'est pas vraiment sans rappeler la situation actuelle, c'est-à-dire que normalement la France devrait avoir des liens, alors c'est mon credo, Irina l'a rappelé gentiment tout à l'heure, je pense que la France doit avoir des liens étroits et de complémentarité avec la Russie. C'était d'ailleurs ce à quoi était parvenue fin 19e siècle la République, la Troisième République, franc-maçonne, etc., qui était l'antithèse même de l'autocratie de Nicolas II. Nicolas II et Alexandra Feodorovna étaient venus en France en 1894 célébrer l'alliance franco-russe avec Félix Faure, parce qu'on a un intérêt, étant au debout de l'Europe, on a un intérêt géopolitique fondamental à bien s'entendre. Voilà. Mais donc ce que je veux dire, c'est qu'en 1854, nous étions déjà à la remorque des Anglo-Saxons, avec la reine, parce que Napoléon III appréciait la reine Victoria, ce qui nous a valu d'ailleurs pas un certain nombre de choses terribles, parce qu'en 1854, on a fait la guerre de Crimée, en 1860, ça a été l'expédition chinoise avec l'affaire de Palikao. C'est d'ailleurs amusant que la Russie et la Chine, dans un cas comme dans l'autre, la France, contrairement à ses intérêts, se met à la remorque des Anglo-Saxons. Et j'avais montré, je crois, en tout cas je l'ai montré dans une conférence, une médaille assez extraordinaire qui avait été frappée en 1854, où on voit, je l'ai chez moi, où on voit Napoléon III, la reine Victoria et le sultan Abdülmecid Ier. Au-dessus de Napoléon III, il y a marqué catholicisme. Au-dessus de la reine Victoria, il y a marqué protestantisme. Au-dessus d'Abdülmecid Ier, il y a marqué islamisme. Et il y a marqué, civilisation. Et donc, c'est un combat de civilisation contre les Russes, contre les méchants russes. Hein, voilà. C'était en 1854 que ça se passe. 5 et 40 ans après, 1894, changement complet et la France fait alliance avec la Russie. Grand bien lui fasse d'ailleurs, parce que si les Russes n'avaient pas été là en 1914, vous savez, l'expédition des taxis de la Marne aurait été un désastre et toute la France aurait été envahie par l'Allemagne. Voilà, donc je n'ai pas parlé de la Chine, mais il est évident que la Chine, la Turquie, l'Arabie Saoudite, quand ils voient ce qui se passe en Russie, quand ils voient, parce qu'ils ont leur service de renseignement, certainement, je suis persuadé, ils sont très très bien organisés, je suis absolument persuadé que l'ambassade de Chine à Prague a suivi cette affaire du Forum des Nations Libres de Russie, quand ils voient tout ça, ils se disent, le prochain sur la liste, c'est moi. D'ailleurs, c'est même pas sur la liste, c'est en même temps. Puisque alors ça, c'est quelque chose que personnellement, je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que Madame Pelosi est allée à Taïwan en même temps? Enfin, c'est pour pousser les Chinois à se rapprocher encore plus de Vladimir Poutine, on ne pouvait pas faire mieux. Enfin, je ne comprends pas. Le troisième point de ma conclusion, c'est l'aveuglement des peuples d'Europe, et notamment des Français. On peut dire que globalement, ils ne comprennent rien. Non, mais c'est vrai, enfin, ce sont des abrutis. Je pense, alors à moins qu'il y ait des malfaisants, c'est possible. Mais enfin, quand je vois par exemple que M. Bayrou nous a fondu d'une pensée cosmique aujourd'hui en disant que si Vladimir Poutine ne livre plus de gaz à l'Europe, c'est justement la preuve que les sanctions européennes lui font du mal. Comme j'ai dit, j'ai fait un tweet en disant finalement c'est assez flatteur qu'il m'ait interdit d'être candidat à l'élection présidentielle. Il a filé le parrainage à Poutou. Je commence mieux à comprendre.
non, mais on est dirigé par... c'est triste. C'est triste. Et puis le dernier point, et ça c'est mon petit coup de pied de l'âne, je trouve que les pays qui sont concernés, la Turquie, l'Arabie Saoudite, la Chine, la Russie, peut-être pourraient être un petit peu plus offensives, non pas en termes militaires, mais en termes d'opinion publique. Voilà. Et en particulier sur l'unité des États-Unis. Ça s'appelle la réponse du berger à la bergère. Et il y a 3 ou 4 ans, j'avais fait une université d'été dans une abbaye cistercienne, c'était dans Lyon, et j'avais proposé, je me suis dit, il ne viendra pas, il est venu, je ne connaissais pas, le vice-président du Parti pour l'indépendance du Texas, et qui était venu à notre université, vous trouverez d'ailleurs son intervention. Alors quand j'avais dit ça, les gens riaient, etc. Mais il faut arrêter de rire. Hein. Je rappelle, enfin vous ne connaissez pas l'histoire du Texas, c'est un État qui a été intégré dans la Fédération américaine en 1846, et qui est un État qui a une forte identité. Bon. Ce parti pour l'indépendance du Texas n'est pas totalement anecdotique, puisque je crois qu'il a fait des élections où il y a eu 5-6% des voix. Mais surtout, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai vu ça, c'était il y a quelques jours, une dizaine de jours, une quinzaine de jours, le parti républicain du Texas. Le Texas, vous savez, dans tous les États des États-Unis d'Amérique, ce sont des États qui sont... ils ont une capitale, ils ont une chambre des représentants, un Sénat, enfin c'est un peu ce que voudrait être l'Union européenne. On n'a pas du tout la même histoire. Le parti républicain, il y a un parti républicain au Texas qui est celui qui soutient Donald Trump. Eh bien, j'ai vu qu'officiellement, le Parti républicain du Texas demande l'organisation d'un référendum sur l'indépendance du Texas. C'est sorti il y a 15 jours, et le Parti pour l'indépendance du Texas a sorti des sondages qui montrent que 90% des électeurs texans souhaiteraient ce référendum. Et paraît-il, il y aurait 60% qui seraient prêts à voter oui. Parce que vous savez qu'il y a toujours, au sein des États-Unis d'Amérique, une espèce de réticence vis-à-vis de l'État fédéral. Et les événements actuellement en cours, où les États-Unis sont en train de devenir les États désunis, avec d'une partie de la population qui fonce vers la cancel culture, woke, LGBT, etc., sous la houlette du Parti démocrate, et qu'on va trouver notamment dans les États de la côte Est et de la côte Ouest. Il y a en revanche les États du Middle West qui, eux, foncent dans le sens inverse. Le conservatisme, la remise en cause du droit à l'avortement, etc. Donc, il y a des tensions dans la société américaine qui sont très très importantes, et on voit réapparaître la volonté de certains d'échapper à la tutelle de Washington. Voilà. Donc moi je trouve il me semble que ça serait bien que de temps en temps, je sais pas, il y ait des reportages à la télévision russe, à la télévision chinoise, sur ces gens. Voilà. Alors je disais ça, puis quelqu'un m'a montré, en fait, je crois que Vladimir Poutine a déjà invité les représentants du Parti pour l'indépendance du Texas. Décidément, les grands esprits se rencontrent. Mais non, parce qu'au bout du compte, il y a quand même un principe fondamental dans le droit international, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Voilà. Nous, c'est écrit dans la charte de San Francisco de 1940 ONU, c'est le b.a.-ba depuis que le droit international et public existe, depuis Grotius, c'est depuis le XVIIe siècle, Van Groot, qui était le premier, un juriste néerlandais qui a commencé à inventer le droit international, même s'il y a des bémols sur certains points, le droit d'ingérence humanitaire, mais enfin bon, bref, le droit d'ingérence, normalement, n'existe pas. Et c'est une invention qui a commencé à apparaître avec la guerre du Biafra à la fin des années 60, et qui ensuite a été magnifiée
par les French Doctors, par quelqu'un comme Bernard Kouchner. Et donc il y a eu toute une mise en scène, une scénographie, pour faire croire qu'il y avait un droit d'ingérence. Le problème du droit d'ingérence, c'est qu'à partir du moment où on reconnaît le droit d'ingérence des États dans les autres États, ben ça revient à tuer le droit international et à reconnaître qu'on vit dans la loi de la jungle. Parce que le droit d'ingérence du royaume de Tonga sur la politique, sur la peine de mort aux États-Unis, le régime de Nuku Alofa, qui est la capitale, comme vous le savez, des Tonga, n'a pas beaucoup d'influence. Hein. Donc le droit d'ingérence, c'est en fait donner le pouvoir à celui qui est le plus puissant. Voilà, on est face à un véritable choix de société. Je pense que les événements qu'on vit en ce moment sont tout à fait historiques, parce que de la façon dont ça va se terminer, va dépendre la suite des événements. Soit, si l'Ukraine triomphe, c'est quand même le triomphe de la volonté des États-Unis, et pas seulement des États-Unis, d'ailleurs c'est plutôt de l'État profond et des forces qui agissent en sous-main, pour avoir une espèce de mondialisme, style World Economic Forum, qui voudrait s'imposer à toutes les nations du monde. Et au contraire, la volonté de Poutine, c'est au-delà de cette affaire ukrainienne, de préserver la liberté des peuples et des nations, comme c'est d'ailleurs inscrit à de nombreuses reprises dans la Bible. En attendant, poser la question de l'unité des États-Unis. Il n'y a pas seulement d'ailleurs que le Texas, il y a les îles Hawaï aussi, où il y a des choses à redire, etc. Je suis quand même, je trouve triste qu'un pays comme la France, qui normalement devrait avoir une position d'équilibre, d'honnêteté intellectuelle, on a normalement quand même des juristes, des penseurs de renom, on soit représenté en fait par une équipe de gougnafiers ou de branquignoles, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, déjà, il fallait pas réélire Macron. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxièmement, je pense que ce que devrait faire, en tout cas moi c'est ce que je dis depuis des années maintenant, depuis 2018, mais là il n'y a quasiment pas de semaine où je ne le réclame pas, il faut faire pression sur les députés et les parlementaires de la prétendue opposition pour qu'ils lancent la procédure de destitution du président de la République en vertu de l'article 68. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais non, mais si, mais ça n'aboutira jamais. Oui, bien sûr, sans doute, ça n'aboutira pas. Mais je suis absolument sidéré de voir ce que des gens de la France insoumise disent « Oh, vous plaisantez, si on fait ça, ça n'aboutira pas ». Ils passent leur temps à quoi, la France insoumise à l'Assemblée nationale, qu'à faire des propositions d'amendements qui n'aboutissent jamais. Donc c'est vraiment se moquer du monde. Ils oublient de dire, et quand je dis ils oublient, ils le font exprès, c'est que si les 89 députés du Rassemblement national, les 100 et quelques députés de la NUPES, plus quand même quelques non-inscrits, et peut-être aussi quelques-uns des Républicains, voire d'autres, déposaient... lancer la procédure de destitution de Macron, ça serait quand même un coup de tonnerre mondial. Ça serait quand même une atteinte à son image. Je signale d'ailleurs au passage que il y a eu déjà cet article 68 a été créé par Sarkozy. Hein. Ça n'existait pas dans la Constitution d'origine. Mais je signale qu'à la fin du septennat Hollande, les Républicains, c'était peut-être l'UMP, non, c'est déjà les Républicains, ont lancé une procédure de destitution contre Hollande suite à son livre « Un président ne devrait pas dire ça », parce qu'il avait donné le nom de quelqu'un, il avait trahi un secret défense. Bon, c'était de la gnognotte par rapport à tout ce qu'a fait Macron. Bon, et même si ça n'aboutit pas, le simple fait qu'il y ait une procédure qui soit lancée avec peut-être 150, 200 députés, 240 députés qui voteraient le lancement de la procédure de destitution, je peux vous assurer que Macron, il accuserait le coup. Surtout que les Français découvriraient quels sont les griefs. Là d'un seul coup, les Français, j'avais fait tout un dossier, je vous y renvoie, simplement il faudrait l'étoffer,
je suis là d'étoffer ce dossier. Donc il y a tout un dossier sur tous les manquements à la Constitution qu'il a pu faire, notamment sur l'Ukraine, le fait qu'il n'y a toujours pas eu de débat à l'Assemblée nationale en vertu de l'article 35 de la Constitution. C'est quand même incroyable. D'ailleurs, c'est une obligation. Normalement, 4 mois après avoir envoyé des troupes à l'étranger, or on a des troupes en Estonie, à 250 km de Saint-Pétersbourg, sur la base de Tarta, et on a des troupes en Roumanie, 1000 hommes en Roumanie, sans compter des engins blindés, je suis désolé, normalement, ça doit être autorisé au bout de 4 mois par le Parlement. Ça doit être autorisé. Ça n'a pas été fait. Et que font les parlementaires d'opposition? Ça, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'ils font? Donc je suis désolé, ils ont parti liés, parce que si d'un seul coup on voyait Madame Le Pen qui expliquait, enfin il faudrait que quelqu'un lui fasse le synopsis, parce que je pense qu'il comprend rien, mais donc quelqu'un lui expliquait en droit ce que c'est, etc. Et puis que Mélenchon était face, etc. Les Français d'un seul coup découvriraient qu'il y a quand même de quoi faire. Donc voilà ce que je ferai. S'agissant maintenant de la procédure de l'extension, moi je suis comme vous, non, j'en sais rien en fait. En fait, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je pense peut-être que. Alors, on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Il semble quand même que les Russes aient quand même une large maîtrise de la situation. Mais il semble aussi que les forces occidentales, les Américains, les Polonais, les Allemands, donnent en permanence au régime de Kiev ce qu'il faut pour maintenir une espèce de conflit. Hein, comme je le disais, comme si, pour aller, ils savent jusqu'où ils peuvent aller trop loin. Et donc pour entretenir cette espèce d'abcès, de purulence contre, c'est comme ça que je vois les choses. Parce qu'il y a quand même, la meilleure chose qui le prouve, c'est qu'il y a quand même des choses qui ont été faites par Macron, par exemple, qui ont nui gratuitement à son image. Voilà, quand, par exemple, l'affaire des Kwassa là, dans le canal de Mozambique, où il s'est mis à dos toute l'Afrique de l'Est. Après, à Ouagadougou, quand il se moque du rôle du président Roch Kaboré en disant qu'il est allé réparer la clim, il s'est mis à dos toute l'Afrique de l'Ouest. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser quand même qu'il y aura pas trop d'extension du conflit. Quand on voit les annonces faites par Macron et la réalité, c'est toujours la montagne qui accouche d'une souris. Je voyais un calcul récemment, c'est que les Allemands, c'est des Allemands. Donc quand ils disent quelque chose, ils le tiennent. Voilà, ça c'est dans tous les sens, dans tous les sens du terme, ça doit fonctionner. Voilà. Donc si j'ai bien compris, les Allemands ont déjà versé 1,5 milliard d'euros ou de dollars, c'est pratiquement la même chose maintenant, au régime ukrainien. Alors que nous, on est là, et puis en fait, il paraît qu'au bout du compte, c'est 120 millions qui auraient été reçus. Donc il y a comment il s'appelle, Zelensky, qui l'a saumâtre, parce qu'il trouve que, parce qu'il y a un truc qui est quand même remarquable chez Macron, c'est qu'il arrive à se mettre à dos absolument tout le monde. Il arrive quand même à se mettre à la fois à dos Vladimir Poutine et Zelensky. J'espère en tout cas il va y avoir quelque chose de très important, c'est l'arrivée de l'hiver. Or, traditionnellement dans l'histoire russe, on parle du général hiver, il y a une mythologie dans l'histoire russe qui est l'hiver qui sauve la Sainte Russie. Il est possible que les peuples d'Europe soient tellement gelés que ça barde. Hein, voilà. Donc je ne sais pas où on va, mais parce que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'à la différence d'une situation comme 1914, il y a quand même, grâce notamment à Internet, mais pas seulement, il y a quand même une opposition de plus en plus importante, par exemple en France, mais aussi je vois en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne, par rapport au cours des événements. Voilà, beaucoup de Français se disent, écoutez, c'est pas notre affaire cette histoire, hein. Donc qu'est-ce qu'on a? Il n'y a absolument pas à intervenir. Donc j'espère que ce seront des éléments qui s'agiront. S'agissant de Erdogan, je crois que vous en parliez, j'ai oublié de préciser aussi tout à l'heure que le coup d'État de 2016 qui a raté, c'est effectivement, semble-t-il, sur les renseignements filés par par Vladimir Poutine. Voilà. Et donc c'est vrai qu'il doit fieffer service aussi à Poutine. On a affaire à des dirigeants
Mais ça, je l'ai vu, moi, quand j'étais en cabinet, c'était pourtant à une époque déjà lointaine, c'était il y a un quart de siècle. Je n'ai pratiquement jamais vu un ministre me dire non mais attendez, ça il faut quand même, j'en ai vu, c'est arrivé 2-3 fois, mais dans l'écrasante majorité, je n'ai jamais vu un ministre me dire non mais ça attendez, il faut quand même penser à nos électeurs, savoir ce qu'ils veulent, etc. Pas du tout. Il y a un renversement, il y a une prise de pouvoir considérable. Alors ça a fait scandale d'ailleurs, vous avez vu il y a une semaine en Allemagne, parce que Madame Barbach, enfin je sais pas comment elle s'appelle exactement, qui est la ministre des Affaires étrangères allemande, Barbach. Bon, enfin bref. Elle a quand même dit cette chose extraordinaire, elle a dit nous soutiendrons l'Ukraine, quoi que puissent en penser nos électeurs. Non mais c'est quand même, c'est très 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 grave, ce genre de phrase. Ça veut dire qu'on est désormais avec des dirigeants qui ne se sentent pas redevables vis-à-vis de ceux qui ont normalement le vrai pouvoir. Donc j'ai eu l'occasion de le dire dans une conférence que je me permets de vous conseiller, qui s'appelle l'histoire de France. J'en ai fait plusieurs, mais il y en a une sur l'histoire de France. Il faudrait que je la enregistre parce qu'elle date un peu en termes techniques. Mais le drapeau européen, c'est typiquement un drapeau de souveraineté céleste. Alors que le drapeau de la République bleu, blanc, rouge, c'est le drapeau du peuple qui en prend le drapeau blanc aux lys d'or de la monarchie, vire les lys d'or qui sont des symboles justement de souveraineté céleste et l'encadre par le bleu et le rouge qui sont les couleurs de Saint-Denis et de Saint-Martin, qui sont les couleurs de la ville de Paris. Donc le drapeau français, c'est le drapeau d'un peuple qui prend la souveraineté. En termes symboliques, il n'y a pas plus extraordinaire. Et le drapeau bleu aux étoiles d'or, c'est un drapeau céleste qui nous remonte au drapeau du Saint-Empire romain germanique, le drapeau des Ottoniens au Xe siècle après Jésus-Christ, qui va donner d'ailleurs naissance ensuite, par imitation, la monarchie française va imiter le drapeau bleu aux étoiles d'or des Ottoniens pour faire un drapeau bleu ou blanc aux fleurs de lys. C'est un drapeau de souveraineté céleste. Et donc toute la construction européenne est fondée sur le fait, en fait, que le pouvoir, celui qui décide au bout non pas le prêteur en dernier ressort, comme on dit d'une banque centrale, mais le décideur en dernier ressort, ce ne sont plus les peuples. Voilà. Le décideur en dernier ressort, c'est la Commission européenne et ceux qui se cachent derrière la Commission européenne. Donc il y a l'État, ce qu'on appelle l'État profond. Alors depuis que Macron a parlé de l'État profond, moi je dis aussi État profond. Parce qu'il paraît que l'expression est une expression complotiste, sauf que Macron l'a dit. Donc moi je dis, écoutez, voilà. Donc il y a bien sûr des forces qui sont derrière toutes ces affaires. Notamment par exemple les marchands d'armes. Je pense qu'actuellement les marchands d'armes se frottent les mains du voyage de Mme Pelosi, parce que le résultat concret, c'est que Taïwan a passé commande pour je ne sais plus combien, 3 milliards de dollars d'achat de militaires, et puis l'Ukraine... je pense qu'il va bien y avoir quelqu'un qui va payer. C'est pas les fabricants d'armes qui vont payer, donc c'est les peuples sans doute ou les États. Donc ça facilite. Il y a certainement déjà ce genre de lobby derrière. C'est pas les seuls d'ailleurs. Ce que je sais, c'est que quand je dis tout le monde, je me comprends, c'est pas tous les Français, mais je parlais ici des gens réunis ici. Alors, en gros, tout le monde sait que normalement il y avait la France et l'Allemagne qui étaient garantes de cet accord de Minsk et qui se sont tenus à Minsk, donc en Biélorussie, donc le gouvernement bélarusse avait son mot à dire sur le sujet et que en réalité dans ces accords de Minsk il y avait l'idée que le gouvernement de Kiev reconnaisse une forte autonomie au Donbass, reconnaissent notamment le droit des Russes à parler le russe, à avoir des cours en langue russe, etc., etc. Ce que d'ailleurs on trouve tout à fait normal en Catalogne ou je ne sais pas où. Et donc l'Allemagne et la France étaient garants de ça. Et l'encre de ces accords était à peine sèche que le gouvernement de Kiev n'en a tenu aucun compte. Non seulement il a refusé toute dévolution de pouvoir, toute décentralisation, toute autorisation aux populations du Donbass
de vivre leur tradition. J'ai fait une conférence, non pas une conférence, une vidéo, vous l'avez peut-être vue, parce qu'il y a 550 000 vues, c'est quand même pas mal, sur très rapidement l'histoire de l'Ukraine. Hein, vous savez que le sud des plaines pontiques qui font l'actuelle Ukraine n'ont jamais appartenu ni de près ni de loin aux populations polono-lituaniennes qui formaient la République des deux nations. En fait, ces terres, ces steppes qu'il y a au sud, en allant vers la mer Noire, ont été occupées à partir du XIIIe siècle ou XIVe siècle par des Kanas, qui étaient des populations turco-mongoles, qui étaient animistes, puis qui après ont embrassé l'islam et qui après ont été mis sous la tutelle de la Sublime Porte. Si vous allez en Crimée, si vous allez à Simferopol, enfin entre Sébastopol et Simferopol, vous trouverez un truc qui s'appelle Bakhchisaray, où vous avez, Saray ça veut dire palais comme en turc, où vous avez l'impression de vous retrouver au palais de Topkapi à Istanbul, en plus petit, mais c'est vraiment une civilisation de nature musulmane, ottomane en fait, voilà. Et donc s'il y a un pays, s'il y a un peuple qui avait des revendications éventuellement à faire, ce serait la Turquie, en tant que descendant ayant repris l'Empire ottoman, si on peut dire. Mais vous le savez que depuis 1760 et puis Potemkin, qui était à la fois le général préféré et l'amant de la Grande Catherine, c'est lui qui a conquis tout le sud de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, qui a créé des villes à partir de hameaux parfois, et des villes comme Odessa. Odessa, c'est une ville neuve, hein. Odessa, ça veut dire Ulysse c'est la ville d'Ulysse, c'est mythique. Hein. Il y a des villes comme ça qui ont des noms russes, qui ont été créés par les Russes, peuplés par les Russes. Et donc voilà. Alors pour terminer, le gouvernement de Zelensky a refusé de considérer ce fait historique absolu, et a commencé à imposer des mesures vexatoires qui ont débouché sur des bombardements. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, dans la mesure où... moi, je pense que les pays occidentaux ne sont pas honnêtes. Ils sont de mauvaise foi. Voilà ce que je pense. Je pense que la France et l'Allemagne sont des pays qui ont agi de mauvaise foi. Ou que s'ils avaient une volonté d'agir, on leur a fait comprendre qu'il ne fallait pas le faire. Voilà ce que je pense. Donc je pense que la confiance est rompue, et je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire maintenant. À mon avis, cette guerre, j'espère qu'elle va se terminer assez vite. À mon avis, ça se réglera par un appel téléphonique entre Biden et Vladimir Poutine. Ce sont les deux seuls acteurs réels. Voilà. Sinon, ça veut dire que les Américains font traîner l'affaire. J'espère en tout cas qu'il y aura la sagesse qui prévaudra. Et je sais que j'ai dit ça, alors il y a des gens qui sont scandalisés, mais l'action russe en Ukraine, elle est quand même singulièrement prudente et notamment précautionneuse vis-à-vis des populations civiles. Alors il y a des morts civiles, mais enfin quand on compare le bilan des morts civiles à ce que font les Américains quand ils interviennent, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que la stratégie russe a toujours été d'essayer de protéger au maximum les populations civiles, ne serait-ce que parce que pour les Russes, c'est quand même des frères. Les Ukrainiens, ils faisaient partie du même pays. Donc il y a quand même cette volonté qui est à mon avis indéniable. Je pense en effet qu'il y a quand même un vrai problème maintenant qui est béant devant la construction européenne. Vous savez, j'ai créé un parti politique il y a 15 ans. J'ai lutté pendant 15 ans contre tout ce qu'on a mis dans la tête des Français et des peuples d'Occident, tout un narratif, comme on dit maintenant, c'est-à-dire des mensonges officiels considérés comme des vérités. Parmi les principaux narratifs, il y a l'idée l'Europe c'est la paix. Maintenant, les Français voient que l'Europe nous entraîne à la guerre. C'est un bouleversement fondamental dans la perception que les populations peuvent avoir du rôle joué par l'Europe. Il y avait l'idée que l'Europe, c'est plus de croissance et plus d'emplois. En fait, c'est plus de croissance du tout et plus d'emplois du tout. Donc, il ne fallait pas dire plus, il fallait dire plus. On s'aperçoit que tous les signaux sont au rouge, en fait. Et pas seulement en France, c'est vrai dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, à commencer par l'Allemagne. C'est quand même important.
Alors la Norvège, vous avez vu que la Norvège, elle n'est pas dans l'Union européenne, mais enfin, elle est dans l'OTAN, la solidarité, OTAN, elle a décidé de terminer, on ne vend plus de notre gaz, c'est pour nous. Bon. Deuxièmement, vous avez vu que l'Allemagne et l'Espagne veulent absolument faire joindre les pipelines entre l'Espagne et l'Allemagne, et ça passe par la France. Et la France a dit niet. Il y a encore un article dans les Échos aujourd'hui sur le manque de solidarité. Donc lorsque Macron vaticine sur la solidarité, sur ci et sur ça, il est maintenant bien repéré dans le monde entier comme quelqu'un qui n'a aucune parole. C'est d'ailleurs ce qu'a dit la nouvelle première ministre britannique, qui a dit, vous savez, quand on lui a demandé est-ce que Macron est un ami ou un ennemi du Royaume-Uni, elle a répondu le jury est encore en train de délibérer, donc ça a fait rigoler tout le monde, bon. Et puis elle a poursuivi en disant je regarderai ses actes et non pas ses paroles. C'est du Confucius, moins 500 avant Jésus-Christ, écoutez les paroles, mais observez les actes. Vous avez vu que l'Allemagne, c'est très inquiétant parce qu'on est dans une situation où les Français applaudissent à tout rompre au réarmement de l'Allemagne. C'est quand même dingue. 100 milliards d'euros. Et les Français disent « Waouh, c'est super! Si vous pouviez vous réarmer encore plus, ça serait encore mieux. » C'est dingue. Et en plus de ça, les Allemands ont fait savoir le SCAF, l'avion du futur, c'est terminé. Ils ont acheté des navires Poséidon. Il y avait 5 ou 6 dossiers militaires de coopération franco-allemande. Rien du tout. C'est tombé complètement à zéro. Voilà. Et puis, oui, en plus. Et puis nous, on est en train d'acheter un lance, comment dirais-je, pour les porte-avions, là, une catapulte. Il paraît que ça va être une catapulte américaine. Il paraît que pour faire fonctionner la catapulte américaine, il faut qu'il y ait un officier américain à bord. Ça s'appelle l'indépendance nationale. Et puis alors, il ne faut pas oublier aussi la Pologne. Parce que la Pologne, ça c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. On n'en parle pas beaucoup, mais la Pologne, elle vient d'acheter pour 15 milliards d'euros ou de dollars à la Corée du matériel militaire. Alors déjà, la Corée, bon, c'est la coopération européenne, l'Europe de la défense, on repassera. Les 15 milliards d'euros, c'est-à-dire que dans 2 ou 3 ans, la principale armée européenne, ça sera la Pologne. Alors pour la petite histoire, je rappelle quand même que 15 milliards d'euros, c'est à peine plus, c'est à peu près la somme, pas tout à fait, que la Pologne reçoit en net de l'Union européenne chaque année. Et comme la France paye à peu près 20%, on peut dire qu'en gros, en 5 ans, on a réarmé la Pologne. Voilà, c'est nous. Ce sont les contribuables français. Enfin, c'est quand même hallucinant qu'on verse 15 milliards d'euros en plus à la Pologne que ce qu'elle verse à l'Union européenne, et que, comme une grande, elle achète pour 15 milliards d'euros de matériel militaire à la Corée. On n'est plus dans le développement et dans la mise à niveau, là. On est vraiment dans une arnaque générale. Ce qui est certain, c'est que je crois qu'il est difficile de trouver, dans l'histoire mondiale, un pays qui, comme la France aujourd'hui, se soit fait à ce point arnaquer, au point de se saigner les veines pour financer des politiques qui sont là pour la détruire. Je n'ai pas vu ça, je ne connais pas d'autres exemples. Alors je pense que les contraintes sont en train de s'accumuler. Moi j'aime bien sur Internet, aller regarder à Internet, ça n'est jamais qu'Internet. Il y a une bulle Internet, il y a une bulle Twitter, il y a tout ça, ça ne veut pas forcément. Mais quand même, il y a des évolutions assez significatives, et je pense que, voilà, voilà. Moi, ça me fait penser quand même vraiment à... On est entré dans la phase terminale, quoi. C'est un peu comme la construction du socialisme avec Tchernyenko, quoi. Voilà, un peu ça. J'ai l'impression que ça part de partout, les gens n'y croient plus, les gens s'abstraient de leur quotidien. Qui rêve encore de la construction européenne? Non, c'est pas ça. Les jeunes, ils font quoi? Ils n'ont qu'une envie, c'est de s'enfuir, d'aller... Ils n'ont pas envie d'aller s'installer au Luxembourg, au Danemark. Hein, non, ils ont envie d'aller au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon. Donc,
la fin de l'URSS, c'était quoi? Il y avait beaucoup de gens qui... Enfin, il paraît qu'il y avait une blague, je sais pas, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, il paraît qu'il y avait une blague qui disait ils font semblant de nous payer, on fait semblant de travailler. Bon. En attendant, le je m'en foutisme se développe beaucoup en France, dans tous les domaines. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus travailler, qui veulent... L'affaire de la Covid et du confinement, il y a beaucoup de gens qui ont dit que finalement ils n'ont pas envie de se crever au boulot. Les gens ne voient pas l'avenir. Beaucoup de jeunes, même des jeunes de grandes écoles, etc., qui sont normalement le haut du panier, ils se font des soirées où ils picolent, ils sont ivres-morts, etc. Il y a un véritable alcoolisme chez les jeunes, sans compter, quand je parle de l'alcool, c'est pour pas parler de la drogue, purement et simplement. Ils rêvent que d'aller à l'étranger, ou alors de partir s'installer à la campagne et faire de la permaculture. Enfin, il y a vraiment une volonté de... Les gens n'embrayent plus, quoi, sur le truc. C'est ça le truc, les gens n'embrayent plus. Et ça, à mon avis, c'est un astre mort, qui croit encore dans la construction européenne. C'est un truc... Voilà, les gens n'y croient pas. Mais simplement, ils font carrière. Voilà, c'était comme l'URSS vers la fin. Quand quelqu'un était brillant et voulait faire carrière, il devait adhérer au Parti communiste de l'Union soviétique. Et puis voilà, mais il n'y croyait plus. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les résultats n'étant pas conformes aux promesses, eh bien, ça veut dire que progressivement, on verrouille les médias. Donc actuellement, les pays de l'Union européenne sont sur une tendance où les médias disent de plus en plus des mensonges éhontés, n'importe quoi, le contraire même de la vérité. C'est quand même dramatique. Moi, je ne reconnais plus, enfin, je sais pas, il y a un certain nombre de Français dans la salle, je ne reconnais plus mon propre pays. C'est incroyable, en fait. Les débats sont absolument interdits. Madame Ségolène Royal, elle a dit quelque chose qui est tout à fait normal, qu'elle ait dit ça. Les gens se posent des questions, elle a aussi comme si, je sais pas, on a une espèce d'hystérisation de la société politique française, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de choses, on n'a plus le droit de rien dire. Vous n'avez plus le droit de remettre en cause quoi que ce soit sur toute une série de sujets qui s'empilent les uns au-dessus des autres, vous ne pouvez plus rien dire, et donc ça veut dire que du coup les gens se referment sur leur sphère privée, ne votent plus aux élections, on a 50-60% d'abstention, c'est un peuple malade, c'est une situation qui ne va pas durer encore très très longtemps, parce que ça veut dire que les dirigeants n'ont aucune légitimité profonde dans la population. Voilà. Et là, il suffit, si par exemple les gens se gèlent au bout d'une semaine et que les gens sont obligés de payer des fortunes, la marmite va exploser, hein. Ça c'est certain. Merci beaucoup, à bientôt, merci beaucoup.